Bon, merci pour l'introduction. Donc, Samuel Poirier-Poulain. Habituellement, je travaille sur les jeux vidéo en lien avec les théories du trauma, les expériences traumaesques. Je travaille aussi sur les théories queer, les affects. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'autres choses un peu plus positives, peut-être moins déprimantes. Ça fait changement. C'est un jeu que j'aime bien. Donc, Coffee Talk. Coffee Talk, c'est quoi en fait? Bon, on en a un petit peu parlé avec la présentation précédente. Mais donc, c'est une série de romans vidéoludiques qui a été développée par Togi Production, qui est un studio indonésien indépendant. Il y a 2 jeux en ce moment dans la série. Donc, on a Coffee Talk, qui est sorti en 2020, que je vais simplement appeler Coffee Talk 1 pour des raisons de simplicité. Et on a Coffee Talk épisode 2, Hibiscus and Butterfly, qui est sorti en 2023, que je vais appeler Coffee Talk 2. Quand je vais dire Coffee Talk, je vais faire référence à la série en général. Et Coffee Talk, c'est aussi le nom du café dans le jeu. Donc, on va essayer de démêler tout ça et de s'assurer que ça soit bien clair. Donc, en fait, dans ces 2 jeux-là, le joueur se retrouve dans la peau d'un barista qui travaille dans un café ouvert en soirée. L'histoire se déroule dans les années 2020 dans une version fantasy de Seattle où différentes créatures se côtoient. Donc, il y a des humains, des orques, des banshees, des loups-garous, des vampires, etc. Et donc, chaque jeu s'étend sur 2 semaines et chaque jour est présenté comme un court épisode, une vignette, au cours duquel différents clients viennent à Coffee Talk prendre une boisson chaude et discuter. La série aborde plusieurs thèmes, donc notamment les tensions, en fait les relations de couple interracial, je devrais dire plutôt, les défis d'être parent, les obstacles aussi rencontrés par les travailleurs de l'industrie culturelle. C'est aussi intéressant de noter que Coffee Talk 1 et 2 sont définis comme des simulateurs de conversation sur leur page Steam respective, mais on pourrait dire que ce sont plutôt des simulateurs d'écoute. Donc, c'est un terme que je dois à Carl Terrien qui avait observé ça en lien avec le premier jeu de la série. Et en fait, des simulateurs d'écoute parce qu'on passe la majeure partie du jeu à écouter les conversations de clients réguliers qui viennent s'asseoir au comptoir près du barista. Donc, on fait très peu de choix dans le jeu. Il n'y a pas d'arbre de dialogue non plus. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, ah oui, je devrais mentionner aussi, pardon, que c'est un jeu qui est avant tout textuel, mais on doit aussi préparer des boissons chaudes à quelques reprises en combinant 3 ingrédients et donc servir la bonne boisson au personnage selon sa commande ou parfois selon son humeur va influencer les conversations, les arcs narratifs. Dans le deuxième jeu, c'est encore plus, ça a encore plus d'incidence, surtout avec les fins alternatives. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était m'inspirer des travaux en géographie humaine et analyser d'abord le café de cette série comme un lieu hétérotopique qui permet aux personnages, et je dirais même par extension aux joueurs, de trouver une forme de confort ou de réconfort. En deuxième partie, je vais m'intéresser à la série en lien avec les théories de l'immersion et je vais porter une attention particulière à la plateforme que j'ai utilisée pour jouer au jeu, donc la Nintendo Switch. Le jeu est aussi disponible sur PC. Et je vais aussi m'intéresser au lieu dans lequel j'ai joué au jeu, c'est-à-dire mon lit, et comment ça a influencé mon expérience immersive. Donc, retour sur l'image. Donc, au niveau du cadre théorique, je voulais commencer en faisant la distinction entre les concepts d'espace et de lieu. Je m'inspire ici du livre de Tim Cresswell, Place and Introduction, dans lequel il définit les lieux, je cite, comme des espaces que les gens ont rendus significatifs et auxquels ils sont attachés d'une manière ou d'une autre. Donc, pour Cresswell, le lieu est plus concret que l'espace. Je cite encore, il dit lorsque nous parlons d'espace, nous avons tendance à penser à l'espace extra-atmosphérique ou aux espaces de la géométrie. Les espaces ont des surfaces et des volumes, les lieux ont de l'espace entre eux. Il faut quand même noter ici que les concepts d'espace et de lieu ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, on pourrait dire un endroit pourrait être un lieu pour quelqu'un et pourrait être un espace pour une autre personne. Donc, un espace peut devenir un lieu au fur et à mesure qu'on se familiarise avec celui-ci et qu'on lui attribue une valeur. Ici, on a les travaux de John Magno, en fait, et lui, il va mentionner que 3 critères sont essentiels à la création d'un lieu. Donc, il va dire d'abord, on a besoin d'un endroit précis qui est repérable grâce à des coordonnées géographiques. Il va dire qu'on a aussi besoin d'un local, c'est-à-dire l'endroit physique, matériel de l'espace, sa forme concrète. Si on donne un exemple, on pourrait dire, mettons, si j'ai une pièce, pour que j'aille une pièce, j'ai besoin d'avoir des murs, des fenêtres, une porte. Et finalement, le dernier élément qu'il mentionne, qui est peut-être le plus intéressant dans le cadre de la présentation, un sens du lieu, ou en anglais, on va dire a sense of place, donc c'est-à-dire l'attachement subjectif et affectif à un lieu spécifique et le sentiment de savoir ce que c'est que d'être dans ce lieu. Je voulais aussi mentionner rapidement les travaux de Marie-Laure Ryan qui observe en fait que le lieu et le récit sont intimement liés. Et donc, elle va dire en fait qu'un endroit acquiert son statut de lieu à travers les histoires que les gens racontent à son sujet.
ce qui nous permet finalement de développer des liens affectifs avec ce lieu et de le distinguer de l'espace environnant. Le simple fait que la série Coffee Talk raconte l'histoire d'un café et de ses clients contribue grandement à faire de Coffee Talk un lieu pour le joueur. Et on pourrait même dire aussi que l'utilisation d'un nom propre pour désigner un endroit est un moyen puissant de créer un sens du lieu. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis ensuite je vais parler un peu de Michel Foucault. J'en parle, ouais. Ouh là là. Mais bon, c'est ça, c'est le dernier aspect théorique. En fait, Michel Foucault, on s'en sort pas. C'est lui qui a parlé beaucoup des hétérotopies dans son texte des espaces autres. Et en fait, il va définir les hétérotopies comme des lieux concrets qui hébergent l'imaginaire et qui sont séparés d'autres lieux et espaces. Donc, pour Foucault, les hétérotopies sont des lieux qui font partie de la société, mais qui sont également, je cite, des sortes de contre-emplacements. Ici aussi, on continue avec une autre citation. Donc, des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ça a l'air assez abstrait. En analysant Coffee Talk, ça devrait devenir un peu plus concret. Donc, les hétérotopies se distinguent des utopies dans la mesure où les utopies, ce sont des emplacements sans lieu réel, des versions idéalisées de la société. Mais Foucault va quand même préciser que les hétérotopies peuvent être vues comme des sortes d'utopies effectivement réalisées. Pour Foucault, les hétérotopies, ce sont des lieux comme le jardin, la bibliothèque, le musée, mais ce sont aussi des lieux comme le cimetière, l'hôpital psychiatrique et la prison. Donc, si on essaie de résumer un peu ça, en fait, on pourrait dire que, de manière générale, une hétérotopie, c'est une approximation réelle d'une utopie ou un lieu parallèle dans lequel la société va mettre les corps qui sont perçus comme indésirables, de sorte à rendre l'utopie possible dans le reste de la société. Donc, ça, c'est pour Foucault. Maintenant, pour commencer un peu mon analyse de Coffee Talk, ici, j'ai mis des extraits du prologue du premier jeu. Je n'aurai pas le temps de le lire pour des raisons de temps, mais c'est pour vous montrer en fait que dès le départ, dans les deux jeux, en fait, Coffee Talk est introduit aux joueurs comme un lieu unique au sein d'un Seattle mouvementé. Donc, chaque jeu commence par un prologue qui souligne les sentiments contradictoires que cette ville évoque entre rêve, solitude et désillusion. Chacun de ces prologues se termine en mettant de l'avant Coffee Talk, le confort qu'il procure à ses clients, qui contraste avec le reste de Seattle, avec la rudesse de Seattle, on pourrait même dire, et le fait que Coffee Talk, finalement, est un lieu propice aux conversations. Donc, Coffee Talk, c'est un lieu chaleureux qui diffère du monde extérieur. On voit le monde extérieur en travers 3 fenêtres. On voit ça tout le temps dans le jeu. Et donc, dans le monde extérieur, il pleut tout le temps, il fait sombre. On voit aussi des silhouettes un peu menaçantes qui se déplacent. Donc, voilà pour ça. Et cet aspect hostile est renforcé aussi par les nouvelles qui paraissent en première page du Evening Whispers. Donc, on le voit à droite. Le Evening Whispers, c'est le journal local. Et à chaque jour, en fait, on voit le journal et on parle de perte d'emploi, de profilage racial en milieu de travail, de vente illégale de médicaments, d'infections zombies, etc., etc. Voilà. Comme l'explique le géographe Yi Fu Tuan, l'espace à l'extérieur d'un lieu influence la signification de ce lieu. Donc, le caractère inquiétant d'un espace nous permet de mieux apprécier le caractère sécuritaire d'un lieu. Coffee Talk apparaît donc comme un refuge qui permet aux personnages d'échapper temporairement à un avenir incertain ou du moins de le rendre plus tolérable. Ça leur permet, donc Coffee Talk est un lieu qui leur permet de trouver une maison, mais on dirait find a home en anglais, à l'intérieur du chaos et de trouver une forme de stabilité. La série met aussi l'accent, bien sûr, sur la consommation de boissons chaudes et le réconfort qu'elle procure. Sur le plan générique, donc, Coffee Talk, là, je ris un peu parce que j'écris les jeux vidéo douillets. On entend souvent le terme Cozy Games. Moi, j'aime bien essayer de dire jeux vidéo douillets. J'aime le terme. Donc, c'est les jeux vidéo douillets. Donc, Tanya X. Short et ses collègues, dans le même article dont vous parliez, essayent de définir justement les Cozy Games et ils vont parler, entre autres, de jeux qui évoquent la sécurité, l'abondance et la douceur, voilà, à travers leur esthétique, leur histoire et leur mécanique de jeu. Donc, Coffee Talk correspond assez bien à leur définition. Et donc, je dirais que Coffee Talk offre à ses clients une expérience apaisante et que cette expérience s'étend, dans une certaine mesure, aux joueurs qui se sentent immergés dans le jeu. Le joueur peut ressentir la chaleur du bâtiment dans lequel les personnages se trouvent et la chaleur des boissons chaudes qu'ils consomment et revivre certaines sensations en puisant dans leurs expériences personnelles. Certains sons sont particulièrement évocateurs, comme celui du liquide chaud qui coule dans une tasse ou encore le son d'un client qui prend une gorgée de thé ou de café. La présence d'images esthétiquement plaisantes pour accompagner ces sons. Donc, on a des images qui sont inspirées des animés des années 90 et aussi de l'art du pixel, rend en fait ces sons-là encore plus efficaces. Donc, Coffee Talk 1 et 2 évoquent aussi la douceur à travers leur musique d'ambiance de style chill hop
qui invite finalement le joueur à ralentir, à se déposer, à prendre son temps et à vraiment être dans le moment présent. Enfin, le fait que les deux jeux se déroulent entièrement dans le même café donne aux joueurs le temps de l'apprivoiser et de progressivement ressentir un sens du lieu, de s'y attacher et de savoir ce que c'est que de s'y retrouver virtuellement. Donc, on retourne à l'idée d'hétérotopie. Donc, je dirais que Coffee Talk apparaît comme une hétérotopie en partie en raison de son ambiance qu'il positionne comme un contre-site où il fait bon être. À chaque fois qu'un personnage quitte le café ou entre dans le café, on entend le son d'une clochette qui vient vraiment délimiter ce lieu et le séparer du monde extérieur. Dans son analyse du premier opus de la série, Agata Vaskiewicz note que Coffee Talk se distingue à la fois des cafés traditionnels qui sont ouverts de jour et des bars et des pubs qui sont ouverts de soir, mais qui vendent en fait des boissons alcoolisées. Donc, Coffee Talk se positionne comme un espace autre, pour reprendre le terme de Foucault, ou si on veut vraiment être précis avec nos termes, on pourrait dire un lieu autre même. J'ajouterais aussi que les bars et les pubs, ce sont des lieux qui sont généralement bruyants, donc il peut être difficile d'avoir des conversations dans ces lieux-là, et Coffee Talk contraste avec de tels endroits et permet au contraire à ses clients de discuter et surtout de se sentir écoutés. Coffee Talk 1 et 2 sont l'occasion aussi pour le joueur de faire des rencontres avec des personnages attachants. Donc, on ne sait jamais quand on joue au jeu, les jours se succèdent et on ne sait jamais qui va venir nous rendre visite, à moins d'avoir terminé le jeu, à moins d'avoir déjà complété le jeu. Donc, il y a toujours une légère surprise, une petite joie quand un personnage attachant se présente dans le café. Et finalement, préparer les boissons demandées par les clients devient une forme de routine, une forme de rituel. Et je dirais que c'est encore plus le cas si on joue au jeu petit à petit, une journée à la fois, en fait. Et puis moi, c'est comme ça que je vois ce jeu-là. Alors, je pense que pour moi, cette idée-là de rituel est encore plus présente. OK. Dans un autre article, Agata Vaskiewicz et Martina Bakun mentionnent que les jeux douillets peuvent évoquer la sécurité en créant des espaces inclusifs, et c'est encore une fois ce que Coffee Talk fait. Donc, le café est un lieu sécuritaire qui permet aux personnages, ou aux personnes, on pourrait même dire marginalisées, de baisser la garde, de s'ouvrir sur leur vie, de parler d'injustice sociale et finalement de simplement exister sans se faire harceler. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Donc, Coffee Talk, c'est un lieu inclusif, entre autres, pour Silver et Amanda. Donc, ici, à droite, on voit Amanda. Donc, deux extraterrestres maladroits qui tentent de s'adapter aux coutumes de la planète Terre et avec qui les clients de Coffee Talk se montrent toujours très patients, très compréhensifs. C'est aussi un lieu inclusif pour Lua et Baileys, donc une succube et un elfe qui sont en couple, mais qui sont confrontés au comportement raciste des parents de Baileys. Et je voulais aussi mentionner rapidement que dans le jeu, il n'y a pas de personnage explicitement queer, mais il y a quand même un sous-texte queer qui est perceptible, entre autres, dans la relation entre Hyde et Gala, qui sont deux amis de longue date, mais qui semblent parfois flirter, et aussi Myrtle et Aqua, qui sont deux personnages aux personnalités opposées, mais qui commencent à se voir à l'extérieur du café. Donc, il y a toute l'idée des opposés s'attirent. Donc, en somme, Coffee Talk peut être vu comme une hétérotopie de compensation, qui est un terme utilisé par Foucault pour parler, je vais citer, d'un espace réel aussi parfait, aussi méticuleux, aussi bien arrangé que le nôtre est désordonné, mal agencé et brouillon. Fin de la citation. Bon, il faut quand même noter que Coffee Talk, c'est pas du tout un lieu parfait, mais c'est quand même un lieu qui est plus paisible que le reste de Seattle. Les interactions sociales sont valorisées et les quelques conflits qui surviennent sont éphémères et permettent utilement aux personnages de mieux se comprendre. Ce lieu permet de rendre visibles les problèmes extérieurs et souligne la nature absurde de ces tensions. Donc, on peut se dire un peu, si les clients de Coffee Talk sont tous capables de coexister, de s'entraider, pourquoi est-ce que les gens du monde extérieur ne sont-ils pas capables de le faire eux aussi? Donc, bien que les hétérotopies soient ancrées dans le monde réel, au contraire des utopies, elles révèlent des possibilités qui sont parfois difficiles d'imaginer dans la vie quotidienne, et c'est ce que Coffee Talk fait pour ses clients, et je dirais par extension pour le joueur. Maintenant, dans la deuxième partie de ma présentation, je voulais parler davantage d'immersion. D'abord, en parlant un peu de la plateforme sur laquelle j'ai joué au jeu, donc la Nintendo Switch, dans sa forme portative. Je voulais mettre cette citation-là que je trouve intéressante. Donc, c'est Geoff King qui parle des films, des blockbusters hollywoodiens, en fait, en lien avec les stratégies immersives qu'elles utilisent. Donc, ça, c'est dans son film, dans son livre Spectacular Narratives, Hollywood in the Age of the Blockbuster. Et donc, il dit le cinéma grand écran prétend remplir la vision du spectateur.
Le son haute fidélité multicanal ajoute considérablement à l'impression d'immersion dans une expérience tridimensionnelle. Les spectateurs sont assaillis par une marque de spectacle qui pourrait se résumer à un rythme pur et à une cinétique, à un volume sonore qui peut être ressenti comme une vibration corporelle et à une luminosité qui fait contracter les yeux. Le spectateur a l'illusion d'être transporté dans le monde à l'écran, de vivre plus directement le moment. Bon, bien sûr, vous en doutez, c'est pas du tout la même expérience quand on joue à la Nintendo Switch. C'est pour ça que j'aime la citation, ça fait vraiment un bon contraste. Donc, les stratégies immersives avec la Nintendo Switch sont vraiment différentes. Donc, l'écran de la Switch est plus petit que celui d'un ordinateur, celui d'une télévision. Et donc, pour cette raison, hein, le joueur amène l'image plus près de lui, comme on le ferait avec un livre, ce qui vient créer une expérience plus intime avec la console. Le son n'est pas particulièrement fort, mais encore une fois, on l'entend bien à cause de la proximité. Le joueur peut aussi facilement déplacer la console, l'amener avec lui dans un lieu qui favorise son immersion et adopter une posture confortable. Donc, on peut jouer assis, couché, sur le dos, etc. Finalement, la proximité de l'écran fait en sorte que le joueur et le personnage se retrouvent à la même hauteur. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais le jeu est à la première personne et donc, quand on joue, hein, on a l'impression de parler directement au personnage, de les regarder dans les yeux. Dans leurs travaux sur l'immersion, Dominique Arsenault et Martin Picard notent qu'il est plus facile pour les joueurs de se sentir immergés dans un univers familier. Les auteurs font principalement référence à des univers de jeux que les joueurs connaissent déjà en raison de leur expérience antérieure avec une franchise. Donc, c'est une observation qui est intéressante, mais ici, ce qui m'intéressait, c'était cette idée-là de familiarité et en fait de dire que je pense que ça s'applique aussi à des jeux qui cherchent à reproduire des expériences banales, quotidiennes. Donc, c'est une observation qui est intéressante pour réfléchir à une série comme Coffee Talk qui se déroule dans un café plutôt modeste et qui repose sur une activité que de nombreuses personnes ont déjà faite, c'est-à-dire discuter autour d'une boisson chaude. Et donc, je dirais que c'est plus facile dans de telles circonstances de ressentir des sensations et d'être déplacé, hein, to be moved, parce que Kathleen Stewart appelle les affects ordinaires, c'est-à-dire par ces rencontres ordinaires, ces rythmes, et là je cite, qui donne à la vie quotidienne la qualité d'un mouvement continu de relations, de scènes, de relations, de scènes, de contingence et d'émergence. Fin de la citation. Coffee Talk montre aussi que la lenteur peut être immersive. Donc, suivant Yi Fu Tuan, qui décrit le lieu comme une pause dans le mouvement, je dirais que la lenteur de Coffee Talk permet aux joueurs en fait, de ressentir ce lieu. Le fait aussi que l'intégralité du jeu, ou en fait l'intégralité des jeux, je devrais dire, se déroule dans le même lieu et que ce lieu soit toujours présenté au même joueur à travers la même série d'images. Donc, on voit toujours, à chaque jour, on voit le lieu de l'extérieur, puis ensuite de l'intérieur. Donc, le fait qu'il y ait cette répétition permet encore une fois aux joueurs de développer un sens du lieu relativement rapidement et de partager ce sentiment avec les personnages. Maintenant, pour parler un peu du lieu dans lequel j'ai joué au jeu, je me tourne rapidement vers les travaux de Larissa York puis Ingrid Richardson, en fait, qui disent que nos expériences avec les jeux vidéo ne sont pas seulement digitales, mais aussi matérielles. Donc, le jeu dans l'espace domestique, plus précisément, entre en relation avec nos routines et nos rapports au lieu. Donc, il amplifie les espaces affectifs de la maison et devient intégré à son atmosphère. Le jeu devient associé à ces espaces et aux affects ordinaires qu'ils évoquent, et ces associations restent dans notre mémoire, bien sûr, donc elles vont influencer par la suite la façon dont on s'oriente par rapport à ces espaces. Et donc, dans cette optique, je voulais analyser brièvement le lieu où j'ai joué à Coffee Talk, mon lit. Et là, c'est un peu la blague. Je sais que décrire mon lit comme un lieu peut sembler un peu étrange, surprenant, etc. Mais je m'inspire ici des travaux, encore une fois, de Tim Cresswell qui nous invite à considérer le lieu comme une manière de comprendre le monde. Donc, je cite encore une fois, le plus souvent, la désignation de lieu est donnée à quelque chose d'assez petit en termes d'échelle, mais pas trop petit. Les quartiers, les villages, les localités, les villes sont facilement appelés des lieux, et ce sont les types de lieux que l'on retrouve le plus souvent dans les écrits sur le lieu. Il y a peu d'écrits sur le coin d'une pièce préférée en tant que lieu. Lorsque nous regardons le monde comme un monde de lieux, nous voyons des choses différentes. Nous voyons des attachements et des liens entre les personnes et le lieu. Nous voyons un monde de sens et d'expérience. Et donc, je dirais que c'est comme ça que je vois mon lit. Donc, ici, on a une photo de mon lit. Je suis content, ouais. Mettre ça dans une présentation académique, c'est quand même le fun. Donc, c'est comme ça que je vois mon lit, comme un lieu auquel je suis attaché et qui me donne accès à différentes expériences, que ce soit, je me dépêche, que ce soit à travers le rêve, la lecture ou le jeu vidéo. J'affirmerais même que mon lit est un lieu hétérotopique dans la mesure où il est délimité du reste de ma chambre. Donc, c'est un lieu idéalisé qui permet de me reposer et à l'intérieur duquel je me glisse uniquement à un moment spécifique de la journée
le soir avant de me coucher ou un peu plus tôt si je veux jouer à la Nintendo Switch. Je ne peux pas entrer dans mon lit comme je le veux, donc je dois d'abord mettre mon pyjama, me brosser les dents. Je dois me soumettre à des rites et à des purifications. Là, je reprends les termes de Foucault, c'est un peu ça. Donc, c'est donc un lieu qui implique, je cite, un système d'ouverture et de fermeture qui, à la fois, l'isole et le rend pénétrable. Donc, ça, c'est un des critères utilisés par Foucault pour définir l'hétérotopie. Mon lit permet aussi de juxtaposer plusieurs espaces ou lieux en apparence incompatibles, un autre critère, encore une fois, des hétérotopies. Donc, juxtaposer le lieu du rêve et du réel ou de l'éveil, mais aussi le lieu du réel, mon lit, et du jeu vidéo, Coffee Talk. Coffee Talk ou le café, je pourrais dire. Donc, bien que Coffee Talk soit une série apaisante en soi, le lieu douillet dans lequel j'y ai joué l'a rendu encore plus apaisante et a contribué à mon sentiment d'immersion dans le café fictionnel. Le confort de mon lit, le fait d'avoir joué sous mes couvertures, la tête sur mon oreiller avec mes toutous et ma robe de chambre à mes côtés, est venu compléter l'ambiance de Coffee Talk et accentuer son côté réconfortant. Tanya X. Short et ses collègues nous rappellent que le sentiment de coziness ne dépend pas seulement du jeu, mais aussi du joueur et de son état d'esprit. J'ajouterais ici que l'environnement dans lequel l'environnement du joueur est également un facteur important. Et donc, la question de l'espace et de lieu est présente avant même, en fait, que l'immersion ne commence. Dans ce contexte, le lit pourrait être vu comme une hétérotopie qui permet le jeu douillet. Et en fait, pour conclure très rapidement, ultimement, j'ai essayé de démontrer dans ma présentation comment le concept d'hétérotopie de Foucault peut être utilisé pour mieux comprendre le lieu et les concepts de confort, réconfort, coziness dans le jeu vidéo, donc d'une part, et aussi j'ai essayé de démontrer la pertinence de prendre en compte l'espace physique de jeu quand on fait une analyse textuelle. Donc voilà la bibliographie. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Samuel. Merci d'être le genre de présentateur qui se time lui-même comme ça. Ma job, c'est juste d'écouter. On va ouvrir la place aux questions. Attention avec la table. Je suis en train de faire pour la table. Solide, c'est pas non, je vais juste mettre mes fesses sur le coin. Je veux pas que tu en fasses. OK. Tout va bien aller, je ne vais pas tomber. Je vois Jessie qui a ensuite Kessa. Oui, donc question sur votre sport, la partie du lit. Là, donc, je vois que tu t'es intéressé, je sais que les gens s'en étaient parlé, mais tu t'es intéressé finalement à la jouabilité dans ton lit. Est-ce que tu t'es intéressé de manière comparative ou non à la jouabilité ailleurs aussi chez toi, ou même peut-être quand tu n'es pas chez toi? Non, peut-être que ça va faire c'est trop précis, mais ça pourrait être quand même drôle de jouer à Coffee Talk dans différents lieux. C'est vrai, c'est une bonne. Ouais. Je ne me suis pas vraiment intéressé à ça. Coffee Talk, en fait, j'ai joué dans 2 endroits différents, mais les 2 fois, c'était mon lit. Donc, la première fois que j'avais joué au premier jeu dans mon lit quand j'habitais en Finlande. La deuxième fois, j'ai joué au deuxième jeu. En fait, j'ai joué dans mon lit à Montréal. Mais dans les 2 cas, c'était dans mon lit. C'est un jeu que j'analyse avec mes étudiants dans le cours d'analyse vidéoludique. Puis j'essaie de les faire réfléchir en fait à la question de à quel endroit ils ont joué au jeu. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui disait que lui travaillait dans un... il me semble que c'était un café ou en tout cas un lieu de restauration rapide, puis lui, il jouait sur les heures du travail au comptoir. Fait que c'était quand même intéressant, tu vois. Moi, je me disais, c'est pas un restaurant qui est très occupé, c'est ça. Mais j'ai pas tant réfléchi à cette question-là, mais avec mes étudiants, c'est ça, les étudiants jouaient dans des lieux différents. Y a-t-il une réflexion à cet étudiant-là que tu as le droit de partager par rapport à ça, jouer dans le café? Mon Dieu. Ben, lui, il me disait qu'il y avait quand même une similitude entre, dans le fond, qu'il jouait dans un endroit qui était similaire à Coffee Talk. Fait que pour lui, il y avait une forme de complémentarité. Mais je pourrais pas dire davantage. Je pense qu'un autre truc qui est intéressant aussi, c'est de voir est-ce qu'on joue au jeu le soir ou pendant la journée. Moi je jouais aussi je jouais au jeu le soir, en fait, tout le temps. C'est juste, ça a donné comme ça, mais je jouais entre 1h, 2h du matin. Fait que ça reproduisait aussi un peu l'ambiance de Coffee Talk, le fait que ça soit un jeu qui se déroule en soirée. Mais je pense qu'il y a vraiment une différence. Là, je m'excuse, Kevsar, je prends ton tour de parole rapidement, mais pour moi, Stardew Valley, je vous ai dit que j'ai 1200 heures dans Civ, ben j'en ai 1000 dans Stardew, fait que je joue vraiment juste à 2 jeux dans la vie. Mais Stardew Valley, je l'ai sur la Switch, puis je l'ai sur PC. Puis quand je joue sur la Switch, je joue sur mon sofa, bien écrasé, je fais le truc. Mais quand je joue sur PC, ben il faut que je sois à mon bureau, puis je joue pas de la même manière, puis je suis pas aussi confortable, je suis pas aussi cosy dans ma manière dont j'approche le jeu. Quand je suis sur PC, je suis beaucoup plus
je gère ma ferme, puis je fais ça très serré. Alors que quand je suis sur le sofa, ben je niaise, je me promène, je parle aux gens. T'sais. Fait que je pense que de cette perspective-là, il y a vraiment quelque chose avec le lieu qui vient influencer la manière dont tu as envie de jouer. Fait que je pense que c'est super intéressant de le voir de cette manière. Puis au niveau des genres aussi, moi j'ai réalisé en fait que j'aime surtout jouer à des visual novels sur la Switch plutôt que sur l'ordi parce que je peux jouer dans mon lit, ça reproduit un peu l'expérience de lire un livre. Oui. Ouais. Ça, désolé. Je ne sais pas si ma question est farfelue, mais en fait, quand je t'ai écouté parler de ton livre, je me suis posé la question de est-ce que moi je vois mon livre comme une hétérotopie. Et en fait, ma question c'est est-ce que c'est parce que tu joues à Coffee Talk que l'hétérotopie que tu vois dans le jeu fait que ton lieu de jeu devient hétérotopique? Parce que j'ai l'impression que tu peux dire de n'importe quel espace réel que c'est une hétérotopie dans ce cas-là, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'influence du jeu qui te fait dire que c'est une hétérotopie. Ok. Ouais, je sais pas, ben je comprends ce que tu dis, je sais pas si je serais d'accord, dans le sens que j'ai l'impression que mon lit reste une hétérotopie pour les autres jeux. Dans le sens, c'est sûr que c'est influencé par ce que je fais dans mon lit, lire. En fait, c'est que je dirais que mon lit reste une hétérotopie quand je lis un roman ou quand je joue à un autre jeu vidéo. Mais c'est sûr que c'est parce que quand j'ai commencé à travailler sur Coffee Talk, je me disais Coffee Talk, c'est un lieu hétérotopique. Puis après ça, en essayant de voir comment je pourrais écrire un article là-dessus, tout ça, ça m'a fait réaliser que je pourrais voir mon lit de cette façon-là aussi. Fait que ma perception de mon lit a été influencée par mes recherches puis tout ça. Fait que ça vient de Coffee Talk, mais je dirais maintenant, avec du recul, je pense que c'est une manière de voir mon lit en général, avec d'autres jeux, avec le livre. Si j'écoute un film, peut-être sur un ordinateur portable dans mon lit, je serais porté à le voir d'une manière similaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Simon? Oui, c'est super intéressant la façon dont tu as abordé cette idée-là de la console portable qui me fait réagir différemment, puis de vraiment prendre la physicalité de la console là-dedans. En t'écoutant, je me posais la question un petit peu comme Jessie, à savoir, genre, est-ce que le mode docked versus genre non-docked, ça aurait changé quelque chose? Est-ce que tu as des étudiants qui ont joué à Coffee Talk exclusivement en mode docked, donc exclusivement sur leur télévision dans leur salon? Puis est-ce que tu as remarqué qualitativement qu'ils parlaient du jeu différemment que ceux qui ont joué docked? Parce que la Switch, c'est cette console-là qui nous permet finalement de switcher entre les deux. Alors qu'avant, nos 3DS c'était tout le temps dans nos poches, puis nécessairement notre rapport avec notre petit monde Animal Crossing n'était pas le même quand on était comme dans notre sac à dos toute la journée versus seulement sur la GameCube à la maison. Fait que toi, as-tu vu dans les analyses de tes étudiants si ça change versus télé ou versus Switch? C'est vraiment une bonne question en fait, parce que là, ça me fait réaliser que j'ai pas assez demandé ça à mes étudiants. Ouais. On dirait que dans le cours, comment il est construit, c'est beaucoup axé sur le jeu vidéo d'un point de vue formel. Fait qu'on n'est pas porté à demander aux étudiants de réfléchir à leur expérience autour du jeu, je dirais. Fait que moi, j'avais mis ça comme une question plus d'ouverture pour les amener à réfléchir à ça sans que le cours tourne autour de ça. Fait que je peux pas répondre à ta question, en fait, mais pour vrai, je vais le demander, parce en tout cas, si je leur donne le cours l'année prochaine, là, on va analyser Coffee Talk parce que c'est un jeu que les gens aiment beaucoup, que mes étudiants aiment beaucoup. Puis c'est vrai que ça serait intéressant. Parce que dans le fond, Coffee Talk avait le droit, c'est que les étudiants pouvaient jouer à Coffee Talk je leur donnais la liberté, là, sur PC, sur la Switch, ou même sur, je pense que c'est sur la Xbox 360 où il est disponible en ligne. Fait qu'il y en a qui ont joué aussi de cette façon-là. Il y en a qui pouvaient jouer au laboratoire de recherche, au Ludov. Ça aussi, c'est une expérience qui est vraiment différente. Fait que c'est vrai que ça serait intéressant de. Tu sais, ils ont discuté du jeu en sous-groupe. Moi, je me promenais, je voyais qu'est-ce qu'ils disaient. Mais de manière, c'est vrai qu'on pourrait faire ça de manière plus rigoureuse, puis vraiment comparer. Non, mais c'est une bonne. C'est vrai, ça m'intéresse en plus. En plus qu'on a finalement davantage une console qui est capable d'aller entre les deux, ouais. De voir la différence qualitative entre les deux, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai joué Doc et MTL. Okay. C'était pas la même expérience, au sens que les deux espaces, c'est deux espaces que je dédie à jouer. Vraiment dans mon sofa versus devant ma télé, dans mon autre sofa spécial. Mais j'avais pas la même expérience d'intimité, clairement. Puis
Puis ça m'a fait apprécier davantage. J'ai joué proche. J'ai joué le premier vraiment. NL, je traînais avec moi, puis c'était vraiment comme mon bébé. Puis je jouais sur mon heure de dîner parce que là, j'avais une heure de dîner. Versus quand j'étais chez moi sur le deuxième devant ma télé parce que je pouvais me permettre d'être sur la télé à ce moment-là. J'ai pas eu la même appréciation, le même rapport intime au jeu. Mais là, je te dis ça vraiment à froid parce que je n'ai pas pris le temps de Mais il y a clairement un rapport du lieu et de la manière dont il joue, je crois, qui est différent. Je me rends compte que les autres jeux cozy que je joue, j'aime mieux y jouer en proximité avec Oui, c'est ça, ouais. Vraiment, c'est pas la même expérience. Mais vraiment quelque chose d'intéressant qui doit venir par rapport à l'expérience du Merci, ouais. Mais moi aussi, c'est ça, de manière générale, j'aime mieux jouer aux jeux cozy sur la Switch avec moi, là. Ouais. Pour ça, je faisais le lien tantôt avec les visual novels. Parce que j'ai l'impression que quand je joue à un visual novel sur mon ordi, c'est très rigide, c'est plus froid, je sais pas. Mais il y a des. C'est ça, ouais. Mais justement, cette personne a décidé d'étudier Coffee Talk à partir de la lancée de l'environnementalité, de l'espace, des lieux, tout ça, parce qu'il y a. Mais ce type de jeu-là, c'est à partir de Valhalla. Ça dit quelque chose que j'ai plus découvert. Puis personnellement, genre, je vois pas une grosse similitude entre ce type de jeu-là et les dating simulators japonais. Puis je trouve ça vraiment intéressant de la façon que ces jeux-là en fait représentent leur espace, parce que je ne sais pas trop exactement comment présenter ça, mais j'ai l'impression que la façon que ces jeux-là, à l'inverse des autres, ils ont justement l'espace, c'est un lieu qui se répète constamment. Tantôt, tu parlais de l'ampleur, justement, de répétition. C'est des jeux qui, ironiquement, tu te déplaces jamais. Tu es toujours dans un bar, dans les dating simulators, pour l'instant, tu es tout le temps dans ton école. C'est des jeux où tu te déplaces jamais, mais parce que l'espace est tellement important, tu le ressens tellement par rapport à d'autres jeux. Bref, c'est ça, c'est plus comme une observation, un commentaire, je ne sais pas exactement où amener ça, mais il y a quelque chose d'intéressant, j'ai l'impression, dans ces jeux-là. Je me demande justement s'il n'y aurait pas un rapprochement à faire. Est-ce que c'est par le rapport qu'on a avec les personnages? Parce que moi, je vois ça comme au final, pour moi, Coffee Talk, c'est littéralement des dating simulators. Mais vu que le rapport, le jeu, la centralité des mécaniques, c'est le rapport avec les personnages qui peut-être leur parler. Il y a toute une importance dans l'environnement dans lequel ça se fait sans pour autant que tu navigues dans cet environnement-là. Ouais, c'est ça, je me suis perdu. Je ne sais pas exactement ce que je vais aller avec ça, mais il y a quelque chose d'intéressant. J'apprécie le fait que tu aies aussi fait un rapprochement entre l'espace et ces jeux-là qui sont pourtant très épurés au niveau de la mécanique, surtout du déplacement de l'avatar. J'ai quand même l'impression que, c'est ça, dans Coffee Talk, c'est seulement dans un lieu. J'ai l'impression que le lieu est peut-être plus important dans Coffee Talk que dans les dating simulators. Je ne veux pas généraliser, là, mais dans plusieurs dating simulators, il y a quand même différents lieux dans lesquels on va. Puis c'est sûr qu'on ne déplace pas le personnage, mais il y a une forme de mouvement parce qu'on dit, bon, je vais aller là, puis notre personnage se rend là. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est des lieux qui sont. C'est sûr qu'il y a un café, on est tous allés dans un café, tout ça. Mais j'allais dire, dans les dating simulators, des fois, c'est des lieux qui sont assez génériques, là, l'école. Puis j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que les lieux sont peut-être un peu moins travaillés dans les dating simulators que dans Coffee Talk. Après ça, je ne veux pas non plus généraliser. Moi, en ce moment, je pense surtout à Doki Doki Literature Club. On est tout le temps dans la même école. Puis pourtant, on dirait que pour moi, c'est sûr que je sais que c'est une école, mais on dirait que mon rapport à ce lieu-là n'est pas vraiment important comparativement à mon rapport à Coffee Talk, en fait. Oui. Parce que peut-être, c'est ça, je suis un peu biaisé, c'est ça que quand je parle des simulateurs, je pensais que c'est vraiment lié à ceux japonais, où est-ce qu'en fait, à chaque fin de journée, tu te retrouves toujours dans ta maison, justement, toujours dans ta chambre, là, tu choisis dans quelle statistique tu vas décider d'investir ton temps pour justement pouvoir charmer les différents types de PNJ. Mais c'est ça, tu te retrouves toujours dans ta chambre. Il y a vraiment un fait, un rapport justement cosy qui se crée un peu au fait que comment dire, l'infinité des possibilités, mais aussi la safe zone, tu te retrouves dans un environnement familier où tu te retrouves constamment avec une safe space. C'est là que tu fais tes choix dans ta vie, de faire où est-ce que tu t'en vas, puis de le jour. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas une espèce de lien, puis là je pense à ça, je m'excuse, mais il ne sera pas là. Que dans les dating sims, l'endroit est un prétexte pour que quelque chose d'autre arrive. C'est ça? C'est un prétexte pour que quelque chose d'autre arrive, alors que dans un jeu comme Coffee Talk, mais je pense aussi à Stranger Culture que vous avez mentionné tantôt, l'endroit lui-même est
l'expérience de jeu. Je sais pas si tu veux rajouter Ben là-dessus. oui, j'allais dire, j'ai l'impression que dans ces jeux-là, c'est le lieu que tu investis au sens que c'est là que tu vas avoir plus que juste ta représentation puis juste prestat, c'est là que tu vas faire tes actions puis c'est là que tu vas investir d'un point de vue du travail et des mécaniques. Alors que dans des jeux de dating sim, oui, tu vas revenir toujours à ta chambre ou à un espace dans lequel tu peux juste prestat, poser, parler, mais tu n'es pas dans un investissement de la mécanique dans ta chambre parce que tu es toujours en relation. Alors que là, les relations sont toujours construites par une autre mécanique. Dans Strange World Culture, c'est avec les plantes, la gestion des plantes, des ressources et ainsi de suite, alors que dans le temps, c'est les cafés. Mais il y a un investissement de tu fais un travail dans un lieu donné où on y donne un sens vraiment plus concret, versus dans un dating sim que tu sois dans la classe, dans le corridor, dans la salle de musique, on s'en fout, c'est la relation entre les deux personnages, c'est l'échange qui est formidable. Je pense que c'est là le rapport est distinct entre les jeux à la capitale et les dating sims pur et dur. C'est juste mon grain de sel. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on Non, je trouve ça très intéressant. Parfait. Je vais rien rajouter. Merci.